Mon frère a appelé, s'il te plaît, ne viens pas à mon mariage. Pourquoi? Ai-je demandé. Il a souri d'un air narquois, je ne veux pas que les gens sachent que tu ne es qu'une simple femme de ménage. Ma mère a ajouté froidement, nous dirons que tu es morte. Ne nous contacte plus jamais. Je suis parti en larmes. Le jour du mariage, mon téléphone ne s'arrêtait pas de sonner. Je suis Emma, une femme de 32 ans qui a passé la dernière décennie à bâtir une carrière respectable à partir de rien, pour être ensuite entièrement effacée par mon propre sang au nom de l'ascension sociale. Tout a volé en éclats lorsque mon frère m'a supplié, s'il te plaît, ne viens pas à mon mariage. Pourquoi? Ai-je demandé, fixant l'invitation sur papier glacé serré dans mes mains. Il a souri d'un air narquois, ses yeux scrutant mon uniforme avant de cracher les mots qui ont brisé mon âme. Je ne veux pas que les gens sachent que tu n'es qu'une simple femme de ménage. Avant même que je puisse assimiler la cruauté de ces paroles, ma mère s'est avancée, la voix plus froide que la glace. Nous nous en sommes déjà occupés, Emma. Nous avons dit à sa belle famille que tu es morte dans un tragique accident de voiture il y a 10 ans. C'est mieux ainsi. Ne nous contacte plus jamais. Ils me voulaient morte aux yeux du monde, un secret honteux enterré sous leurs grandes illusions de haute société. J'ai quitté leur maison cette nuit-là en pleurs absolus, la douleur atroce de leur trahison brûlant au fond de ma poitrine. Mais ils ont complètement sous-estimé le poids de la vérité. Le jour du grand mariage, alors que j'étais assise seule dans mon appartement silencieux, mon téléphone ne cessait de sonner. C'était un barrage incessant de 94 appels manqués de mon frère, de ma mère et de membres de la famille. Leur arrogance passée était complètement remplacée par une panique absolue et pure. Ils sanglotaient, me suppliant de venir les sauver du cauchemar catastrophique qui venait de se dérouler à l'hôtel. Ils n'avaient aucune idée que la femme même qu'ils avaient enterrée vivante détenait les clés de tout leur avenir. Avant que je ne vous dise ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi quelle heure il est pour vous en ce moment et d'où vous regardez? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. Pour comprendre comment une mère et un frère ont pu regarder dans les yeux de leur propre chair et sang et la déclarer morte aux yeux du monde, il faut comprendre l'environnement toxique auquel j'ai échappé. Depuis plus de 10 ans, je travaille à la Tour Vance, un gratte-ciel commercial de luxe vertigineux de 90 étages au cœur du centre-ville de Chicago. Je ne suis pas seulement une femme de ménage. Je suis la directrice des installations et des opérations de nettoyage, dirigeant une équipe dévouée de 25 employés. Mes journées commencent à 5 heures du matin, pour m'assurer que les vastes salles de conseil d'administration, les fenêtres en verre immaculé et les bureaux d'entreprise de haute technologie sont parfaits. Je tire une immense fierté de mon travail. Mon équipe me respecte parce que je ne leur demande jamais de faire quelque chose que je ne ferai pas moi-même, et les murs de mon bureau sont ornés de 3 certificats de service exemplaires consécutifs décernés par la Direction générale du bâtiment. Pour moi, garder un espace de travail immaculé est une profession honorable et vitale qui permet au rouage de l'Amérique des affaires de tourner sans accroc. Mais pour ma mère, Margaret, et mon jeune frère, Tyler, mon travail honnête était une tâche embarrassante sur leur tentative désespérée de projeter une image d'élitisme de vieille fortune. Ma mère était obsédée par le statut social depuis le décès de mon père, qui avait laissé derrière lui une entreprise manufacturière familiale en difficulté. Au lieu de travailler dur pour la reconstruire, elle a consacré toute son énergie et ce qui restait de nos économies à préparer Tyler pour qu'il fasse un mariage d'argent. Tout en rejetant complètement mes contributions financières qui permettaient en réalité de garder un toit au-dessus de nos têtes. Le cauchemar a véritablement commencé par une fraîche soirée d'automne lorsque je me suis rendu en voiture à la maison de banlieue de ma mère. J'avais reçu un bref appel téléphonique de sa part la veille pour m'annoncer les fiançailles de Tyler. Et malgré notre relation étrange, je voulais sincèrement célébrer le bonheur de mon frère. Alors que je m'approchais du porche d'entrée, la porte principale était légèrement entr'ouverte, et les voix animées de ma famille s'échappaient dans l'air froid de la nuit. Ils discutaient des préparatifs du mariage, plus précisément de la liste des invités pour l'éminente famille Vance. Tyler avait réussi d'une manière ou d'une autre à charmer Sophia Vance, la plus jeune fille de Victor Vance, le magnate de l'immobilier multimilliardaire qui possédait la moitié des gratte-ciel de la ville, y compris la tour même où je travaillais. Je suis entré dans le salon chaleureux, offrant un sourire sincère et une salutation joyeuse, pour être immédiatement confronté à une tension étouffante. La table basse était enfouie sous des plans de table en soie de luxe et des menus de traiteurs de créateurs. Tyler s'est immédiatement levé, le visage empourpré par l'irritation, en exigeant de savoir pourquoi je n'avais pas appelé avant de venir.
Quand je l'ai chaleureusement félicité et que j'ai mentionné que je n'avais pas encore reçu mon invitation formelle, la pièce a plongé dans un silence de mort horrifiant. Ma mère et mon frère ont échangé un long regard coupable avant que ma mère ne s'éclaircisse la gorge, n'ajuste ses perles de créateur, et ne m'informe calmement que ma profession présentait un obstacle majeur. Elle m'a dit que la famille Vance appartenait à un cercle traditionnel d'élite avec des attentes strictes et que le fait d'avoir une fille qui nettoyait les sols ruinerait complètement les chances de Tyler d'y parvenir. Quand j'ai rétorqué sur la défensive que j'étais une directrice des opérations respectée, Tyler m'a ri au nez, assénant le coup de grâce. Il a déclaré froidement qu'ils avaient déjà finalisé l'histoire pour la famille Vance. J'étais morte, tuée dans un horrible accident de voiture sur l'autoroute I-90 il y a une décennie, et ma présence au mariage détruirait tout. La cruauté pure et calculée de leurs mots m'a paralysé. Je suis resté là à regarder les deux personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement, réalisant qu'elles avaient volontairement échangé mon existence contre l'approbation d'un milliardaire. Je suis sorti de cette maison sous une pluie glaciale, mes larmes m'aveuglant alors que je conduisais pour retourner en ville, le poids lourd de leur rejet absolu écrasant mon âme. Les jours qui ont suivi cette horrible rencontre ont été un tourbillon de profonds tourments psychologiques. Reniflement chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais la voix sans émotion de ma mère me déclarant morte, et je voyais le sourire arrogant de mon frère alors qu'il protégeait son ego fragile. Je me suis jeté corps et âme dans mon travail, utilisant les exigences physiques de la gestion de la tour Vance pour engourdir la douleur atroce dans ma poitrine. J'ai poli le verre jusqu'à ce que mes bras me fassent mal et j'ai organisé l'inventaire jusqu'à minuit, essayant désespérément de me convaincre que ma valeur venait de mon caractère, et non de leur validation tordue. Mais ma famille n'avait pas fini d'utiliser son narcissisme comme une arme contre moi. 3 jours avant le mariage prévu, la sonnerie perçante de la porte de mon appartement a brisé le silence de mon dimanche après-midi. Quand j'ai regardé par le Judas, mon estomac s'est instantanément noué en une boule d'anxiété. C'étaient Margaret et Tyler, vêtus de tenues de créateurs sur mesure, debout sur le paillasson de mon appartement de ville modeste mais impeccablement propre. Au moment où j'ai ouvert la porte, Tyler n'a même pas pris la peine de me saluer. Il m'a simplement bousculé pour entrer dans mon salon, scrutant mon espace avec une expression de pure condescendance. Ma mère l'a suivi, ses yeux se posant immédiatement sur les certificats d'excellence encadrés accrochés fièrement à mon mur, sa bouche se tordant en un subtil rictus de désapprobation. Ils n'étaient pas venus présenter des excuses ou pour guérir l'énorme fracture qu'ils avaient créée. Ils étaient là pour imposer leurs limites cruelles. Tyler s'est tourné vers moi, croisant les bras sur son coûteux pull en cachemire, et a exigé une promesse contraignante que je resterai complètement caché pendant le week-end à venir. Il a expliqué que le père de Sophia, Victor Vance, était un homme notoirement méticuleux qui valorisait l'histoire familiale traditionnelle, et que si l'un de ses associés de la haute société me voyait dans le centre-ville de Chicago pendant les festivités du mariage, toute la façade s'effondrerait. Quand j'ai regardé mon frère, me souvenant comment j'avais sacrifié mes propres économies d'études des années auparavant pour rembourser ses dettes de carte de crédit imprudentes quand il était en difficulté, l'injustice pure de la situation a fait bouillir mon sang. Je lui ai demandé directement s'il ne ressentait vraiment aucune honte à effacer sa propre sœur juste pour s'assurer un héritage de plusieurs millions de dollars par le mariage. Tyler a simplement ri, un son défensif et sinistre, et m'a dit que ma simple perspective de classe inférieure ne pouvait pas comprendre les enjeux du réseautage de la haute société. Ma mère est intervenue, son ton dégoulinant d'une déception artificielle, m'avertissant que ma fierté égoïste et mon besoin d'attention menaçaient de ruiner le salut financier ultime de la famille. Elle m'a dit que si j'aimais vraiment mon frère, je jouerais volontiers le rôle de la sœur décédée pendant seulement 2 courtes semaines. Ce fut le moment exact où quelque chose de vital s'est brisé en moi. La tristesse paralysante qui m'avait consumé pendant des jours s'est soudainement cristallisée en un bouclier froid et incassable de dignité absolue. J'ai regardé les étrangers debout dans mon salon, refusant de verser une seule larme en leur présence. J'ai calmement pointé du doigt la porte d'entrée et je leur ai dit de partir, affirmant que leur monde fragile et pathétique construit sur des mensonges finirait par les rattraper. Ils sont sortis, lançant des menaces de séparation financière et émotionnelle pour toujours, totalement inconscients que leur château de cartes désespéré prenait déjà le vent. Le lendemain matin de la confrontation dans mon appartement, l'univers a jeté un énorme bâton dans les roues de la grande machinerie de la tour Vance. C'était un mardi et à 6 heures précises du matin, une énorme conduite d'eau a éclaté au 40e étage à accès restreint qui abritait les principales salles de conseil d'administration de la société Vance. Ce n'était pas seulement une fuite mineure. C'était une crise opérationnelle absolue. Des millions de dollars de tables de conférences en acajou anciens,
d'œuvres d'art modernes rares et de systèmes de serveurs électroniques sensibles étaient complètement menacés par des cascades d'eau. À peine 48 heures avant un sommet international crucial sur l'investissement. Alors que les cadres de l'entreprise du bâtiment paniquaient dans leurs costumes sur mesure, je suis immédiatement passé à l'action. J'ai mobilisé toute mon équipe de nettoyage d'intervention d'urgence, enfilant mon uniforme de service standard, mes bottes robustes, et attrapant des aspirateurs industriels d'extraction d'eau. Pendant 4 heures épuisantes, j'ai mené la charge sur l'étage de la direction inondée. J'étais à 4 pattes, dirigeant mon personnel avec une précision militaire, réussissant à détourner l'eau, à sécher les planchers en bois franc inestimables et à utiliser des techniques de restauration spécialisées pour m'assurer qu'aucun bien de l'entreprise ne subisse de dommages permanents. À 10:00 heure, la salle du conseil était complètement immaculée, sentant les agrumes frais et le bois poli, sans aucune trace de l'inondation chaotique. Alors que j'essuyais la dernière cloison en verre, les cheveux légèrement ébouriffés et l'uniforme humide à cause du travail physique intense, une voix grave et autoritaire a résonné depuis l'entrée de la salle du conseil. Je me suis retourné pour découvrir Victor Vance en personne, debout là. Le magnate de l'immobilier multimilliardaire ressemblait exactement à ce qu'il était dans les magazines financiers, impeccablement habillé, avec des yeux gris perçants et une aura d'autorité absolue. À côté de lui se tenait son fils, Richard, qui était le futur beau-frère de Tyler, l'air profondément impressionné par la restauration rapide de la pièce. Victor s'est dirigé directement vers moi, ignorant complètement les gestionnaires de bâtiments de niveau supérieur qui essayaient désespérément de s'attribuer le mérite du nettoyage. Il a regardé mon badge, sur lequel on pouvait lire Emma Langford, directrice des opérations, et une expression de profond respect a traversé son visage. Il m'a tendu la main, nullement dérangé par le fait que mes doigts étaient légèrement humides à cause du nettoyage, et m'a remercié d'avoir sauvé son étage de direction d'une perte financière catastrophique. Victor Vance a alors fait quelque chose qui a complètement choqué son entourage. Il a demandé à ses assistants de quitter la pièce pour pouvoir me parler personnellement. Il s'est assis sur le bord de la table de conférence et m'a confié qu'il appréciait profondément les dirigeants travailleurs, car 3 générations plus tôt, son propre grand-père avait commencé comme ouvrier manuel dans une usine à Détroit. Il a souligné que dans la famille Vance, le travail honnête et l'intégrité absolue étaient tenus en plus haute estime que n'importe quel titre aristocratique vide de sens. Puis Victor a nonchalamment changé de sujet de conversation, mentionnant que son fils Richard se mariait ce week-end même avec une jeune femme dont la famille partageait exactement mon nom de famille, Langford. Il m'a regardé avec une curiosité sincère, me demandant si j'étais peut-être de leur famille. Mon cœur m'est instantanément monté à la gorge, une vague de panique étouffante m'envahissant. Je me tenais devant le magnate le plus puissant de Chicago, sachant que ma mère et mon frère m'avaient déclaré morte auprès de sa famille. Victor a secoué la tête tristement, continuant à expliquer que Tyler leur avait dit que sa sœur aînée était tragiquement décédée dans un accident de voiture sur l'autoroute I-90 il y a 10 ans, laissant leur mère totalement dévastée. Il a exprimé une profonde sympathie, déclarant à quel point il aurait souhaité que cette sœur soit encore en vie pour assister à l'union, car l'héritage familial signifiait tout pour lui. J'ai senti une énorme vague de nausées m'envahir. L'ironie pure de la situation donnait le vertige. Voici le magnate milliardaire exprimant un profond respect pour ma profession honnête, ignorant complètement que ma propre famille m'avait enterrée vivante par crainte qu'il ne les méprise. J'ai fait face à un énorme conflit interne. Une partie de moi voulait crier la vérité sur le champ, mais mes limites professionnelles et le choc pur du moment ont gardé mes lèvres scellées. J'ai simplement offert un hochement de tête poli et tendu, déclarant que Langford était un nom commun, et je me suis rapidement excusé pour retourner à mes fonctions. Mais en m'éloignant, j'ai remarqué que les yeux gris perçants de Victor se plissaient légèrement, son regard intense s'attardant sur mon visage, comme si son brillant esprit d'entreprise venait de détecter une anomalie massive et inexplicable. Le samedi du grand mariage est arrivé, enveloppé d'un épais brouillard couvert de Chicago qui reflétait parfaitement le calme sombre de mon appartement. J'avais pris un rare jour de congé obligatoire à la Tour Vance, choisissant de passer la matinée dans un isolement complet. J'ai préparé une tasse de café noir corsé, je me suis assise sur mon canapé et j'ai regardé par la fenêtre les eaux grises du lac Michigan. À ce moment précis, à l'autre bout de la ville, à l'hôtel ultra-luxueux Fairmont, mon frère se tenait probablement à l'hôtel dans un smoking sur mesure, se préparant à échanger des vœux avec la fille d'un milliardaire, tandis que ma mère se prélassait dans la gloire réfléchie de la haute société. Ils célébraient leur plus grand triomphe, construit entièrement sur la tombe fictive qu'ils avaient creusée pour moi. J'ai ressenti un profond sentiment de paix mêlé à une douleur persistante. J'étais fier de mon appartement propre,
de ma carrière honnête et de ma dignité inébranlable. Pourtant, la douleur d'être rejeté par ma propre chair et mon propre sang était une blessure que le temps mettrait longtemps à guérir. À exactement 11h00 heure du matin, l'heure précise à laquelle la cérémonie officielle de mariage devait commencer, le silence de mon appartement a été brisé. Mon téléphone portable, posé sur la table basse, a commencé à vibrer violemment. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, m'attendant à une mise à jour opérationnelle de routine de la part de mon superviseur d'équipe du week-end à la tour. Au lieu de cela, mes yeux se sont écarquillés sous le choc total. L'identifiant de l'appelant affichait Tyler. J'ai choisi de l'ignorer, posant le téléphone face vers le bas, refusant de laisser son énergie toxique perturber ma paix durement gagnée. Mais le téléphone ne s'est pas arrêté. Dès que le premier appel s'est déconnecté, il a immédiatement recommencé à sonner. Puis un message texte de ma mère a clignoté sur l'écran, tapé en lettres majuscules désespérées et frénétiques, « Emma, réponds au téléphone maintenant. Nos vies sont complètement ruinées. S'il te plaît. » En l'espace de 45 minutes, mon téléphone est devenu une arme absolue de perturbation implacable. Il a sonné continuellement, accumulant un nombre étonnant de 94 appels manqués. Il y a eu 15 appels manqués de Tyler, 22 de ma mère, et le reste provenait de tantes, de cousins, et même de numéros d'entreprises inconnus associés à l'entreprise Vance. Les messages vocaux ont commencé à s'accumuler, remplis de sons de pleurs étouffés, de cris chaotiques en arrière-plan et de verres brisés. Réalisant que quelque chose d'historiquement catastrophique s'était produit, ma main a tremblé légèrement alors que je glissais enfin sur l'écran pour répondre au 95e appel, qui provenait directement de Tyler. Au moment où la ligne s'est connectée, je n'ai pas entendu la voix du grimpeur d'entreprise arrogant et snob qui s'était moqué de mon uniforme quelques jours auparavant. Au lieu de cela, j'ai été accueilli par le son d'un homme complètement brisé sanglotant de façon hystérique, ses respirations hyperventilées haletantes d'une pure terreur absolue. « Emma, s'il te plaît, tu dois venir à l'hôtel Fairmont tout de suite. Je t'en supplie à genoux. S'il te plaît, sauve-moi. » Reniflement a-t-il crié à travers ses larmes, sa voix résonnant sur les murs de mon appartement silencieux. Je suis resté complètement calme, ma voix froide comme la glace alors que je lui rappelais que selon ses propres instructions strictes, j'étais censé être une victime décédée d'un accident de voiture et que les fantômes ne pouvaient pas assister au mariage de la haute société. Tyler a poussé un gémissement pathétique et désespéré, expliquant que tout leur château de cartes venait de subir une implosion dévastatrice et fatale à l'hôtel. Il a révélé que Victor Vance n'avait pas atteint une valeur nette de plusieurs milliards de dollars en étant un homme crédule. À la suite de notre brève rencontre chargée d'émotions dans la salle du conseil quelques jours plus tôt, l'intuition légendaire de Victor avait été profondément déclenchée. Méfiant face à ma pâleur soudaine et à la ressemblance faciale frappante entre moi et les photographies de la mère de Tyler, Victor avait discrètement ordonné à son équipe de sécurité d'entreprise mondiale d'exécuter une vérification approfondie et immédiate des antécédents de la famille Langford avant de signer la fusion d'entreprises massive de plusieurs millions de dollars et les accords de fiducie familiale liés au mariage. La société de sécurité avait facilement déterré la vérité en 24 heures. Emma Langford était bien vivante, possédait un casier judiciaire vierge, et était actuellement employée comme directrice des opérations très respectée au cœur même de la tour commerciale joyau de la couronne de Victor. Victor Vance avait réalisé que sa fille était sur le point de se marier dans une famille de menteurs profondément et pathologiquement narcissiques qui étaient prêts à effacer légalement et socialement leur propre fille travailleuse par pur classisme toxique. Le milliardaire avait fait irruption dans la suite nuptiale une heure avant la cérémonie, confrontant ma mère et mon frère avec le dossier d'antécédents complet, menaçant d'annuler tout le mariage, de retirer ses investissements d'entreprises massifs et de mettre publiquement Tyler sur liste noire de l'ensemble du secteur commercial nord-américain à moins que je n'apparaisse immédiatement sur les lieux pour vérifier la situation. Ma famille, qui m'avait enterrée vivante pour protéger son statut social, avait maintenant besoin de mon souffle vivant pour les sauver d'une ruine complète et irréversible. J'ai raccroché le téléphone, une clarté profonde et glaciale m'envahissant. Je me suis levé, j'ai marché vers le placard de ma chambre et j'ai sorti une élégante robe en soie bleu nuit que j'avais initialement achetée des mois auparavant pour le mariage d'une proche collègue, mais que je n'avais jamais portée. J'ai coiffé mes cheveux en un chignon impeccable et sophistiqué, j'ai appliqué un maquillage minimaliste mais net, et je suis monté dans un service de voiture noire haut de gamme. Je ne me précipitais pas à l'hôtel Fairmont pour sauver les ambitions d'entreprise pathétiques de mon frère, ni pour préserver les illusions désespérées de statut social de ma mère. Je m'y rendais pour récupérer mon nom, pour m'exhumer de la tombe fictive qu'ils avaient creusée pour moi,
et pour rendre une justice absolue et sans compromis. Lorsque la voiture s'est arrêtée devant la majestueuse façade blanche de l'hôtel Fairmont sur Knob Hill, l'atmosphère à l'extérieur de la grande salle de bal était déjà lourde d'un scandale palpable. De riches invités en smoking de créateurs et en robes extravagantes étaient blottis en petits groupes frénétiques dans le hall en marbre, chuchotant furieusement les uns aux autres pendant que les agents de sécurité gardaient les immenses portes doubles de la salle de bal principale fermement closes. Au moment où j'ai franchi les lourdes portes en chêne et que je suis entré dans la grande salle de bal, la pièce entière est tombée dans un silence immédiat et haletant. Le cadre était d'une opulence à couper le souffle. Des lustres en cristal projetaient un éclat brillant sur des milliers d'orchidées blanches, et une sculpture de glace massive des armoiries des familles Vance et Langford fondait dans le coin. Au centre de la pièce, la noce était piégée dans une impasse angoissante. Sophia Vance se tenait dans son exquise robe de mariée en dentelle, le visage complètement ruiné par les larmes, réconfortée par son frère aîné, Richard. Ma mère, Margaret, avait l'air d'avoir été transformée en cendre, ses mains tremblant si violemment que ses bracelets en diamant s'entrechoquaient. Tyler était affalé contre un pilier floral, son smoking sur mesure débraillé, ayant l'air entièrement vaincu. Du côté opposé se tenait Victor Vance, ressemblant à un empereur absolu de l'industrie, entouré de son équipe juridique personnelle et du personnel de sécurité de l'entreprise. Au moment où ma mère m'a vu entrer, un éclair d'espoir désespéré et écœurant a traversé son visage pâle. Elle s'est précipitée frénétiquement vers moi, attrapant mon bras avec une poigne serrée et étouffante, chuchotant frénétiquement à mon oreille, me suppliant de jouer le jeu d'un nouveau mensonge. Elle voulait que je dise à Victor que j'avais été isolé dans un établissement psychiatrique ou une commune internationale pendant 10 ans. N'importe quoi pour expliquer pourquoi il pensait que j'étais morte, promettant que si je sauvais le mariage de Tyler maintenant, il me récompenserait avec des millions de dollars une fois le fonds en fiducie sécurisé. J'ai baissé les yeux sur sa main en forme de griffe sur ma robe en soie, et avec une délibération absolument calme, j'ai retiré ses doigts de mon bras. Je suis passé juste à côté d'elle, mes talons claquant sèchement contre le sol en marbre poli jusqu'à ce que je me tienne directement devant Victor Vance et mon frère brisé. J'ai regardé Victor droit dans les yeux et j'ai parlé d'une voix qui a résonné clairement jusqu'au fond de la salle de bal silencieuse. Monsieur Vance, je suis Emma Langford. Je suis la femme que votre équipe de sécurité a trouvée, et je suis ici pour vous dire la vérité sans phare. J'ai sorti mon téléphone, j'ai déverrouillé l'écran, et j'ai activé le haut-parleur, diffusant un enregistrement audio clair comme du cristal du message vocal que ma mère avait laissé sur mon téléphone quelques jours auparavant lors de leur visite à l'appartement. La voix cruelle et arrogante de ma mère a résonné à travers les hauts plafonds de la salle de bal de luxe. Emma, tu es une simple femme de ménage, une gêne absolue pour l'avenir de cette famille. Nous avons dit à la famille Vance que tu es morte et si tu oses ruiner le mariage de Tyler avec ta présence de classe inférieure, nous ferons en sorte que tu sois entièrement rejetée pour toujours. L'exposition absolue a été immédiate, dévastatrice et spectaculaire. Sophia Vance a laissé échapper un halètement aigu de pur dégoût, retirant instantanément sa bague de fiançailles de son doigt et la jetant directement au visage de Tyler. L'expression de Victor Vance s'est durcie en un masque terrifiant de colère d'entreprise absolue. Il s'est avancé, regardant mon frère et ma mère tremblant avec un mépris total. Victor a annoncé devant toute l'assemblée de la plus haute élite de Chicago que le mariage était définitivement annulé, avec effet immédiat. En outre, il a déclaré que la fusion d'entreprises massive de plusieurs millions de dollars qui devait injecter un capital vital dans l'entreprise manufacturière défaillante de ma mère était complètement dissoute et que son équipe juridique déposerait immédiatement des poursuites pour fraude. Fausse déclaration contre Tyler. Il a regardé Tyler et a déclaré froidement qu'il était renvoyé de son poste de direction à la société Vance, dépouillé de ses habilitations de sécurité, et définitivement mis sur liste noire de toutes les grandes sociétés immobilières et financières à travers l'État pour turpitude morale grave. Ma mère s'est effondrée sur une chaise en velours voisine, agrippant sa poitrine alors que son monde entier, ses décennies d'ascension sociale, sa précieuse réputation, et l'avenir financier de sa famille se vaporisaient complètement dans le néant sous ses yeux. Je me tenais droite au centre de cette salle de bal ruinée, regardant les deux personnes qui avaient essayé de m'enterrer vivante, réalisant que le poids froid et absolu de mon honnête vérité venait de complètement écraser leur empire de mensonges. 6 mois se sont écoulés depuis l'implosion historique à l'hôtel Fairmont, et le paysage de ma vie s'est complètement transformé en un témoignage d'autonomisation et de résilience. Victor Vance, fidèle à sa parole en tant qu'homme qui valorise l'intégrité absolue et l'excellence opérationnelle, a reconnu que les qualités mêmes qui faisaient de moi une directrice des opérations de nettoyage irréprochable étaient exactement ce dont son portefeuille immobilier national avait désespérément besoin.
Il a personnellement contourné son département des ressources humaines d'entreprise et m'a nommé directrice exécutive des installations d'entreprise et des opérations environnementales pour toute l'entreprise Vence à l'échelle nationale. Je supervise maintenant les opérations de plus de 200 gratte-ciel de luxe à travers l'Amérique du Nord, gérant un budget de plusieurs millions de dollars et un personnel d'entreprise de plusieurs centaines de personnes. Je ne porte plus d'uniforme de service humide. Je porte des tailleurs sur mesure et je m'assieds dans les salles de conseil d'administration même que j'ai autrefois nettoyées. Mais je n'ai jamais perdu mon humilité ni ma fierté pour le travail honnête. Mon premier acte d'entreprise a été de mettre en œuvre un programme d'entreprise complet qui a considérablement augmenté les salaires, les prestations de soins de santé et le financement de l'éducation pour chaque membre du personnel de nettoyage et d'entretien à travers tout l'Empire Vence. Le sort de ma famille biologique sert d'avertissement puissant et impardonnable sur le véritable coup du narcissisme toxique et de la fierté classiste. Avec la dissolution complète de la fusion d'entreprise Vence et le dépôt immédiat des poursuites pour fausses déclarations, l'entreprise manufacturière en difficulté de ma mère a plongé dans une faillite absolue et irréversible. Leur belle maison de banlieue a été saisie par la banque pour rembourser leurs dettes massives. Aujourd'hui, ma mère Margaret vit dans un petit appartement d'une chambre, sombre et bon marché à l'extrême périphérie de la ville, complètement abandonnée et ignorée par les clubs sociaux de la haute société et les amis élitistes qu'elle a passé toute sa vie à vénérer. La chute de Tyler a été encore plus sévère. Mis sur liste noire de tous les niveaux de direction d'entreprise à Chicago en raison de son exposition publique pour fraude et turpitude morale, il a été forcé de faire face à la réalité dure et impitoyable de devoir réellement effectuer un travail manuel pour survivre. Dans un retournement spectaculaire de justice poétique, il travaille maintenant comme ouvrier manuel de premier échelon à bas salaire pour une entreprise tierce de gestion des déchets commerciaux, passant reniflement ses journées à manipuler des ordures et à nettoyer des installations. La profession exacte qu'il considérait autrefois comme une tâche honteuse sur son nom de famille. Nous n'avons pas échangé un seul mot depuis ce jour fatidique dans la salle de bal, et je le préfère exactement ainsi. Je n'ai pas seulement regagné ma dignité. J'ai forgé mon propre empire permanent avec mes propres mains nues et ma vive intelligence. S'il y a une leçon profonde que je veux que tous ceux qui regardent cette vidéo retiennent de mon parcours, c'est celle-ci: ne permettez jamais à personne, pas même à votre propre famille, de vous faire honte de votre travail honnête. La véritable valeur ne s'hérite pas à travers un statut vide ou une lignée privilégiée. Elle se gagne par l'intégrité, le dévouement, et le courage de se tenir droit dans sa propre vérité. Avez-vous déjà eu un membre toxique de votre famille qui a essayé d'effacer votre travail acharné ou de vous traiter comme un secret? Partagez vos pensées et vos propres histoires d'autonomisation dans les commentaires ci-dessous. Appuyez sur ce bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner pour rester avec nous pour d'autres histoires incroyables de justice absolue. Merci de soutenir notre chaîne et nos histoires. Cette vidéo est fictive et destinée uniquement au divertissement, à l'éducation et à la narration réflexive. Nous espérons qu'elle vous rappelle que vous êtes autorisé à choisir la paix même lorsque les autres sont égoïstes, froids, impitoyables, car ils ne sont peut-être contrariés que par le fait qu'ils ne peuvent plus vous utiliser.